Ce que Jung a identifié il y a presque un siècle explique exactement pourquoi cette culpabilité qui t'a épuisé, qui te réveillait la nuit, qui te faisait te demander encore et encore si tu n'étais pas le problème dans cette relation, n'était pas la tienne. Ce sentiment qui te rongeait, cette certitude diffuse que tu n'en faisais jamais assez, que tu décevas toujours, que tes réactions étaient toujours excessives, que tu aurais dû mieux faire, mieux dire, mieux être, ce n'était pas de la conscience morale. C'était une fabrication, un mécanisme psychologique précis, documenté cliniquement, que le narcissique a installé en toi avec une efficacité terrifiante. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement comment il a fonctionné. Pas pour te faire du mal en y repensant, mais pour que la prochaine fois que cette culpabilité remonte, tu saches exactement ce qu'elle est et exactement ce qu'elle n'est pas. Parce que comprendre ça change tout. Il y a quelque chose que je dois te dire avant d'aller plus loin. Quelque chose que j'aurais voulu entendre bien plus tôt dans ma propre vie. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire vraiment. Cette culpabilité que tu portais, qui t'a fait t'excuser de choses que tu n'avais pas faites, qui t'a maintenu dans une relation qui te détruisait parce que tu te sentais responsable de ce qu'il vivait, cette culpabilité n'était pas le signe que tu étais une mauvaise personne. C'était le signe que tu étais une personne bonne, que quelqu'un de très habile avait appris à exploiter. Tu connais peut-être certaines de ces douleurs. Ce moment après chaque dispute où, même quand tu savais que tu avais raison, quelque chose en toi cherchait ce que tu avais dit de mal, ce que tu aurais pu mieux faire, quelle partie de sa colère était ta faute. Cette habitude de t'excuser en premier, même quand c'était lui qui avait blessé. Ce sentiment permanent d'être en dette envers quelqu'un qui ne semblait jamais vraiment satisfait, comme si le seuil de ce qu'il attendait se déplaçait chaque fois que tu croyais l'avoir atteint. Cette peur irrationnelle de le décevoir, qui te faisait modifier ton comportement, ta façon de parler, tes besoins, pour éviter de déclencher quelque chose que tu n'arrivais même pas à nommer. Et peut-être aussi cette culpabilité pour la façon dont tu réagissais. Cette honte d'avoir parfois crié ou pleuré ou dit des choses dans un moment de désespoir que tu ne pensais pas vraiment. Ces moments où tu avais finalement perdu ton calme et qui lui avaient permis de te montrer du doigt comme la vraie source du problème dans cette relation. L'abus réactif, cette réaction de la victime qui explose après des mois de pression, était retournée contre toi comme preuve de ton instabilité. Et tu le croyais, parce que tu voyais cette version de toi, cette version qui réagissait mal, et tu en concluais que peut-être, au fond, c'était vrai. Et peut-être aussi quelque chose de plus difficile encore, cette culpabilité d'avoir voulu partir. Cette voix qui te disait que tu ne pouvais pas le quitter parce qu'il souffrait, parce qu'il avait besoin de toi, parce que le quitter serait cruel. Et cette culpabilité-là était peut-être la plus lourde de toutes, parce qu'elle te maintenait là bien après que tu avais compris que cette relation te faisait du mal. Ces douleurs sont réelles. Elles sont le résultat direct d'un mécanisme que le narcissique a déployé sur toi avec une efficacité que Jung avait décrite bien avant que la psychologie moderne lui donne un nom. Et ce mécanisme, en comprenant exactement comment il fonctionne, perd une grande partie de son pouvoir sur toi. Pour comprendre pourquoi tu portais une culpabilité qui n'était pas la tienne, il faut commencer par comprendre quelque chose d'essentiel sur la psyché du narcissique et sur la façon dont il perçoit les relations. Le narcissique n'entre pas en relation pour se connecter, il entre en relation pour extraire. Ce que Jung appelait le supply narcissique, cette énergie psychique que le narcissique prélève sur ses proches pour maintenir sa persona, ne peut être extrait que si la personne en face participe d'une façon ou d'une autre. Et la participation la plus efficace, celle qui garantit la plus grande quantité de supply avec le moins d'efforts, c'est la culpabilité. Une personne qui se sent coupable est infiniment plus malléable qu'une personne qui se sent en droit. Une personne qui se sent coupable s'excuse en premier, cède plus facilement, reste plus longtemps, donne plus, supporte plus. Et elle le fait volontairement, ou du moins avec l'impression que c'est un choix, alors qu'en réalité,
Ce choix a été fabriqué. La culpabilité que tu portais n'est pas née spontanément de tes propres erreurs. Elle a été construite brick by brick dans chaque interaction avec lui, jusqu'à devenir la structure de base de la façon dont tu te rapportais à cette relation. Du calme, car ce que je vais te décrire maintenant est la mécanique précise de cette construction, et la reconnaître est le premier acte de ta libération. Le narcissique fabrique la culpabilité en utilisant 4 techniques que j'ai maintenant observées avec une régularité clinique absolue dans ma pratique. Et je te les donne une par une, parce que les nommer, c'est les désamorcer. La première technique est le renversement de responsabilité. C'est la plus directe et aussi la plus difficile à identifier quand on est à l'intérieur de la relation parce qu'elle se produit avec une rapidité déconcertante. Tu lui exprimes quelque chose qui te fait souffrir. Et avant que tu aies fini ta phrase, la conversation a été retournée. C'est lui qui souffre maintenant. C'est lui qui est blessé par la façon dont tu lui as dit les choses. C'est lui qui a besoin de soutien. Et toi, tu te retrouves à gérer sa douleur plutôt que la tienne, ta propre douleur oubliée quelque part dans la transition. Ce renversement se produit si régulièrement et si vite que tu apprends à ne plus exprimer tes besoins ou à t'excuser de les avoir avant même de les formuler, parce que tu sais instinctivement qu'ils vont être retournés contre toi. La deuxième technique est la punition émotionnelle différée. Il ne répond pas toujours immédiatement à ce qui lui déplaît. Parfois, il attend des heures, des jours. Et dans cet intervalle, il y a quelque chose dans l'atmosphère de la relation. Une froideur imperceptible mais réelle, un retrait de la chaleur habituelle, un silence qui parle. Et toi, dans cet intervalle, tu cherches, tu analyses ce que tu as fait, ce que tu as dit, quel est le sujet de sa déception. Et cette recherche anxieuse produit de la culpabilité avant même qu'il ait dit quoi que ce soit. Parce que tu as appris que son silence signifie que tu as failli. Et ce mécanisme, cette culpabilité anticipatoire, produite par la punition différée, est l'un des conditionnements les plus puissants que le narcissique peut installer chez une personne empathique. La troisième technique est l'amplification sélective de tes erreurs. Chaque être humain fait des erreurs. Chaque être humain dit parfois quelque chose qui blesse, oublie quelque chose d'important, réagit de façon disproportionnée dans un moment de fatigue. Dans une relation saine, ces erreurs sont contextualisées, pardonnées, laissées derrière. Dans une relation avec un narcissique, elles sont archivées, conservées, ressorties au moment précis où elles auront le plus d'impact. Et chaque fois que tu essaies de pointer quelque chose qui t'a blessé, cette archive s'ouvre. Mais toi, tu as fait ça, tu m'as dit ça, tu te souviens de ce que tu as fait. Et cette symétrie fabriquée, cette équivalence entre une vraie blessure et une archive soigneusement sélectionnée produit en toi une confusion réelle. Peut-être que j'ai autant de tort que lui. Peut-être que je ne suis pas en position de me plaindre. La quatrième technique est la culpabilisation par sacrifice affiché. C'est peut-être la plus subtile et la plus destructrice. Il fait quelque chose pour toi et il le fait savoir, pas dans un élan de générosité naturelle, avec un soulignement discret mais constant de ce qu'il sacrifie, de ce qu'il supporte, de ce qu'il endure pour cette relation. Et cette dette invisible s'accumule. Tu lui dois quelque chose. Tu n'es jamais à jour dans ce que tu lui dois. Et cette dette perpétuelle maintient la culpabilité à un niveau chronique qui ne se dissipe jamais vraiment, même dans les bons moments. Retiens bien ce que je vais te dire maintenant, car ce deuxième retournement est celui qui redéfinit tout. J'ai travaillé avec une femme que j'appellerai Sophie, 45 ans, 12 ans de relation narcissique, 2 enfants. Ce qui m'a frappé dès notre première séance, c'était la façon dont elle parlait d'elle-même. Elle s'excusait de prendre du temps. Elle s'excusait de ses larmes en plein milieu de ses larmes. Elle s'excusait de ne pas se souvenir précisément d'une date, comme si son imprécision était une faute qu'elle devait réparer immédiatement. Cette habitude de s'excuser en continu était tellement profondément installée qu'elle ne la remarquait plus elle-même. C'était devenu son mode de fonctionnement naturel. Quand j'ai commencé à lui poser des questions sur les origines de cette habitude, ce qu'elle m'a décrit était d'une clarté clinique absolue.
chaque émotion négative qu'elle exprimait dans la relation, tristesse, inquiétude, colère, même une légère frustration se retournait contre elle, pas de façon violente ou spectaculaire, de façon subtile et constante. Il avait toujours une façon de lui montrer que ce qu'elle ressentait était disproportionné ou mal situé, ou le résultat de quelque chose qu'elle avait elle-même causé. Et avec le temps, elle avait intégré cette leçon. Ses émotions étaient le problème. Ses émotions faisaient du mal. Ses émotions devaient être gérées, contenues, et si elles échappaient à son contrôle, elle devait s'en excuser. Sophie ne s'excusait pas de ses larmes parce qu'elle était faible. Elle s'excusait de ses larmes parce que pendant 12 ans, elle avait appris que ses larmes créaient un problème. Et avoir appris ça était ce qui était cassé dans sa vie, pas sa capacité à ressentir. Sa capacité à ressentir, elle, était intacte et magnifique et précieuse. C'est la façon dont on lui avait appris à la traiter qui était le problème. Il y avait quelque chose d'autre dans le récit de Sophie que je n'oublierai jamais. Elle m'a décrit un épisode précis, une dispute où il l'avait accusée d'être égoïste parce qu'elle avait exprimé le besoin de passer un week-end seule pour se ressourcer. Un besoin naturel, un besoin que n'importe quel thérapeute validerait immédiatement comme sain et nécessaire. Et pourtant, après sa réaction à lui, après ses silences et ses regards blessés, elle avait passé ce week-end seule à se sentir coupable d'être seule. Elle n'avait pas profité d'une seule heure de ce temps pour elle-même parce qu'elle était occupée à gérer mentalement sa culpabilité d'avoir voulu du temps pour elle-même. Ce paradoxe cruel, se sentir coupable d'avoir besoin de se ressourcer, est l'une des manifestations les plus éloquentes de ce que le conditionnement narcissique peut produire. Et le nommer, le voir clairement pour ce qu'il est la première étape pour ne plus jamais le laisser fonctionner. Du calme, car ce que nous allons voir maintenant est la chose la plus importante de cette vidéo. Et ce que je vais te dire va peut-être te faire du mal dans un premier temps, mais c'est la vérité dont tu as besoin. En 15 ans de pratique clinique avec des survivants de violences narcissiques, j'ai observé quelque chose qui m'a d'abord déconcerté et qui est devenu ensuite l'une des certitudes les plus solides de ma pratique. Les personnes qui développaient le niveau le plus profond de culpabilité dans une relation narcissique n'étaient pas les plus fragiles psychologiquement. Elles étaient les plus empathiques, les plus engagées moralement, les plus soucieuses de faire le bien dans leurs relations. Et c'est précisément cette qualité que le narcissique avait identifiée et transformée en outil. Ton empathie est réelle. Ta sensibilité à la douleur de l'autre est réel. Ton besoin que les personnes que tu aimes aillent bien est réel. Et le narcissique, avec une précision presque instinctive, a appris à utiliser tout cela comme un levier. Il savait que s'il montrait de la douleur, tu allais vouloir la soulager. Il savait que s'il formulait une accusation, tu allais chercher sincèrement quelle part de vérité elle contenait. Il savait que s'il se présentait comme victime, tu allais activer immédiatement ton empathie et oublier, au moins momentanément, ta propre douleur. Et voilà maintenant le retournement que Jung avait compris et qui inverse complètement tout ce que tu croyais savoir sur cette culpabilité. Le pardon que tu lui accordais si facilement. Cette capacité à faire table rase, à recommencer, à lui donner une nouvelle chance encore et encore, n'était pas une vertu que tu exprimais librement. C'était l'arme qu'il utilisait pour perpétuer le cycle. Chaque pardon réinitialisait le cycle. Chaque pardon lui confirmait que peu importe ce qu'il faisait, tu allais absorber, pardonner, recommencer. Et cette certitude lui permettait d'aller un peu plus loin la fois suivante. Un peu plus loin dans ce qu'il pouvait faire sans conséquence, un peu plus loin dans ce qu'il pouvait te demander d'absorber. Ce n'est pas ta faute de l'avoir pardonné. Le pardon est une capacité admirable dans un contexte où il est mérité et où il produit un changement réel chez la personne qui le reçoit. C'est l'un des actes les plus nobles que la psyché humaine puisse accomplir. Jung lui-même a écrit sur la libération que le pardon authentique apporte à celui qui pardonne, pas seulement à celui qui est pardonné. Mais il y a une distinction fondamentale que personne ne t'a enseignée. Il existe le pardon libérateur
qui te permet de poser un fardeau et d'avancer, et il existe le pardon comme réinitialisation du cycle, qui ne libère personne, mais remet simplement les compteurs à zéro pour que le cycle recommence. Dans une relation narcissique, le pardon sans changement n'est pas un acte de force morale, c'est du carburant. Et reconnaître ça ne signifie pas que tu étais naïve ou stupide. Cela signifie que tu as utilisé un outil conçu pour les relations saines dans une relation qui ne l'était pas, et que cet outil, dans ce contexte précis, a été retourné contre toi. La culpabilité n'était pas la preuve que tu étais mauvaise. C'était la preuve exactement contraire, la preuve que tu étais bonne, empathique, engagée moralement. Et c'est ça qui a été exploité. Pas ta faiblesse, ta force. Quand j'ai compris ça pour la première fois, pas comme théorie mais comme expérience vécue, quelque chose a changé dans ma façon de me rapporter à mon propre passé. Toutes ces fois où j'avais cédé, pardonné, recommencé, en me demandant si j'étais assez forte pour partir. Ces fois-là n'étaient pas des signes de faiblesse, elles étaient des signes que mon empathie était intacte et que mon empathie méritait mieux que la destination qu'on lui avait donnée. J'ai eu pendant très longtemps une honte particulière autour de ma propre culpabilité. Cette honte de l'avoir laissé me convaincre que j'avais tort alors que je savais que je n'avais pas tort. Cette honte de m'être excusé de choses qui ne méritaient pas d'excuses. Et pendant longtemps, j'ai cru que cette honte prouvait que j'avais été faible. Ce n'est qu'en pratiquant moi-même ce que j'enseigne à mes patientes, ce travail d'honnêteté envers les mécanismes qui avaient opéré sur moi, que j'ai compris que la honte était misdirected. Je n'avais pas été faible, j'avais été ciblé. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Une cible n'est pas une victime par manque de force. C'est une personne qui possède quelque chose que l'autre veut. Et ce que tu possédais, ce qu'il voulait, c'était ton empathie. Et ça, tu peux en être fier. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien financier. C'est ton geste qui dit que la prochaine femme qui s'excuse de ses propres larmes, qui doute de son droit à être triste, qui cherche sa faute dans chaque dispute même quand elle sait qu'elle a raison, doit pouvoir trouver cette vidéo et entendre « Ta culpabilité n'était pas un signal de tes erreurs. C'était le piège qu'il avait construit. » Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks envoie cette conscience plus loin dans le monde. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités pour celles qui en ont le plus besoin. Et maintenant, les outils concrets. Parce que comprendre l'origine de la culpabilité fabriquée est une révélation nécessaire. Mais savoir faire la différence entre une culpabilité réelle et une culpabilité fabriquée et savoir quoi faire avec chacune, c'est là que ta reconstruction commence vraiment. Le premier outil est ce que j'appelle le test de la culpabilité réelle. C'est une distinction simple mais cliniquement très puissante. Une culpabilité réelle a 3 caractéristiques. Elle pointe vers un acte précis que tu as posé, elle est proportionnée à l'acte, et elle disparaît quand tu as réparé ou tenté de réparer. Une culpabilité fabriquée a une architecture très différente. Elle est diffuse, elle ne pointe vers rien de précis que tu puisses nommer clairement. Elle est disproportionnée par rapport à n'importe quel acte réel, et elle ne disparaît pas quand tu t'excuses ou que tu essaies de réparer. Elle augmente ou se déplace vers autre chose. Cette distinction, aussi simple qu'elle paraît, est l'une des plus libératrices que tu puisses faire. Parce que la prochaine fois que cette culpabilité remonte, tu peux lui poser la question « Pointes-tu vers quelque chose de réel et de proportionné ? Ou es-tu le résidu d'un conditionnement que quelqu'un a installé en moi ?» Le deuxième outil est ce que j'appelle la restitution de la responsabilité. C'est un exercice que je pratique avec les patientes qui portent depuis longtemps une culpabilité qui n'est pas la leur. Il consiste à prendre mentalement chaque chose dont tu te sentais coupable dans la relation et à se poser une seule question. Est-ce que cette chose m'appartiendrait si j'étais dans une relation avec quelqu'un qui me respectait? Dans une relation saine, t'excuser d'avoir eu besoin de quelque chose aurait-il du sens? T'excuser d'avoir ressenti de la tristesse aurait-il du sens? T'excuser de ne pas avoir anticipé ses besoins aurait-il du sens? Dans la quasi-totalité des cas,
La réponse est non. Et cette réponse te permet de restituer mentalement la responsabilité à qui elle appartient. Pas comme un acte de rancœur, comme un acte de clarté, comme un rééquilibrage de ce qui t'appartient et de ce qui ne t'appartient pas. Souviens-toi du mécanisme de la culpabilisation par sacrifice affiché que nous avons décrit plus tôt. Le troisième outil est directement lié à lui. Le troisième outil est la rupture du cycle de la dette. Le narcissique t'a maintenu dans une dette perpétuelle et cette dette était le fondement de ta culpabilité chronique. La rupture du cycle de la dette commence par une décision intérieure très précise. Décider que tes besoins ne sont pas des dettes, que te sentir bien n'est pas quelque chose pour lequel tu dois te justifier, que prendre du temps pour toi n'est pas quelque chose que tu dois équilibrer par des compensations, que tes émotions ne sont pas des fardeaux que tu dois excuser. Cette décision ne se prend pas une fois pour toutes, elle se renouvelle. Dans chaque situation où l'ancienne culpabilité remonte, dans chaque moment où tu t'apprêtes à t'excuser de quelque chose qui ne mérite pas d'excuse. Cette décision de rompre la dette est un acte de volonté répété et avec le temps, il devient un nouveau réflexe, plus juste que l'ancien. Le quatrième outil est la pratique du désaccord sans culpabilité. C'est un exercice que j'utilise en phase avancée de reconstruction avec les survivantes du conditionnement narcissique et dont l'efficacité sur la reconsolidation de l'autonomie émotionnelle est remarquable. Dans ta vie quotidienne actuelle, cherche des situations de faible enjeu où tu peux exercer le désaccord sans t'excuser immédiatement après. Dire à quelqu'un « je ne suis pas d'accord avec toi » et le laisser là sans ajouter une justification défensive ou une excuse préemptive. Dire « ça ne me convient pas » sans expliquer pendant 5 minutes pourquoi tu as le droit de ne pas être contente. Ces petits exercices de désaccord sans culpabilité reconstruisent progressivement quelque chose que le narcissique a systématiquement détruit. La conviction que tes opinions et tes limites ont le droit d'exister sans demander de permission. Et cette conviction, une fois reconstruite dans les petites situations, commence à être disponible dans les plus grandes. Le cinquième outil est ce que Jung appelait le travail d'individuation appliqué à la responsabilité. L'individuation, dans ce contexte précis, signifie apprendre à distinguer ce qui est toi de ce qui t'a été imposé. Ta culpabilité naturelle, celle qui naît de tes vraies erreurs envers tes vraies valeurs, est une boussole morale précieuse. Elle mérite d'être écoutée. La culpabilité fabriquée, celle qu'il a construite à partir de ton empathie et retournée contre toi, n'est pas une boussole, c'est du bruit. Et l'individuation consiste à apprendre à distinguer les deux, à reconnaître le son de ta vraie conscience de celui du conditionnement qu'on t'a imposé. Ce travail prend du temps. Il se fait dans la thérapie, dans la méditation, dans les journaux intimes, dans les conversations avec des personnes de confiance qui te connaissent depuis longtemps. Mais il est possible. Et il est ce qui te rend peu à peu imperméable à la culpabilité fabriquée que le prochain narcissique tentera d'installer. Ça va faire mal à entendre, mais c'est la vérité dont tu as besoin. La guérison de la culpabilité narcissique ne passe pas par comprendre que tu n'avais aucun tort. Personne n'est parfait dans une relation. Tu as eu des moments de réaction excessive, de maladresse, de communication imparfaite. Tout le monde en a. La guérison passe par apprendre à distinguer tes vrais torts, qui méritent une attention honnête et une vraie responsabilité de ta part, de la culpabilité fabriquée qui te faisait te sentir coupable d'exister, de ressentir, d'avoir des besoins. Ces deux choses ne sont pas la même chose, et apprendre à les voir séparément, c'est l'une des distinctions les plus libératrices que tu puisses faire dans ton chemin de reconstruction. Ce que la société ne te dit pas sur la culpabilité dans une relation narcissique, c'est qu'elle est précisément calibrée pour toucher des personnes d'une grande intégrité. Le narcissique ne cherche pas une personne qui ne se sent jamais coupable. Il cherche une personne dont la conscience morale est suffisamment développée pour être exploitable. Et si tu as porté cette culpabilité, c'est la preuve non pas que tu as tort, mais que ta conscience morale
est réelle. Et que cette conscience, replacée dans un contexte sain, dans une relation avec quelqu'un qui la respecte plutôt que l'exploite, est l'une de tes qualités les plus précieuses. Alors fais ceci aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Prends un papier et écris une liste de 3 choses dont tu te sens encore coupable de cette relation. 3 choses que tu continues à te reprocher. Et pour chacune d'elles, pose-toi la question du test de la culpabilité réelle. Est-ce un tort réel, précis, proportionné, que j'aurais reconnu comme tel dans n'importe quelle autre relation? Ou est-ce le résidu d'un conditionnement qu'il a installé? Et si c'est le deuxième, écris à côté, ce n'est pas ma culpabilité, c'était la sienne. Je la lui restitue aujourd'hui. Cet acte d'écriture est plus puissant qu'il ne paraît, parce qu'il nomme quelque chose. Il le place sur une page où il devient visible. Et ce qui est visible peut commencer à être libéré. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est la chose dont tu te sentais le plus coupable dans cette relation et que tu as compris plus tard n'était pas ta faute? Ce n'est pas pour rouvrir des blessures, c'est pour que quelqu'un d'autre, quelque part, lise ta réponse et comprenne qu'elle n'est pas seule à avoir porté une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Ton expérience est une lumière pour celles qui cherchent encore la sortie.